commencer, comme d'habitude, par un petit quiz comme donc j'en ai l'habitude. Vous connaissez le principe. Si vous ne le connaissez pas et que c'est la première fois que vous suivez notre webconférence, je le rappelle. Donc, je vous propose de lire les différentes affirmations et donc via le chat, Ouais, ben, c'est je ça. vous On l'a invite peut-être vu. à, Non. eh bien, à m'indiquer ce que vous Un pensez. petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est Oui, 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 un... oui. C'est vrai que là, je suis comment pas dirais-je? encore. Coupez votre micro. Hop, voilà. Est-ce que vous pensez que la réponse est fausse ou est-ce que vous pensez que la réponse est vraie? Donc, je vous invite, voilà, à participer, à répondre via le chat. Alors, première affirmation que je vous propose ce soir. Un projet gouvernemental visant à limiter l'attribution à 2 jours ouvrables de congés payés par mois en cas de maladie. Alors, vous savez ou pas d'ailleurs, hein, je le rappelle, on a eu une jurisprudence en septembre dernier qui est venue dire, donc la Cour de cassation, hein, qui est venue dire que l'on devait attribuer les congés payés des salariés quand ils étaient en maladie, sans limite particulière de durée et sans distinguer en fait le fait qu'ils soient malades ou au travail. Donc ils ont droit, selon cette jurisprudence, à la même chose. Mais en fait, c'est vrai. On a un projet gouvernemental, on n'a pas encore le texte, hein, mais on a eu accès quand même à un avis du Conseil d'État qui a été rendu hier soir, hein. Donc là, c'est vraiment de l'info plus que fraîche, puisque ça vient vraiment de sortir. Et donc, j'ai eu le temps d'éplucher un petit peu cet avis du Conseil d'État pour vous en parler ce soir. Un projet gouvernemental prévoit le report de l'obligation du CSE++. Alors, quand je dis le CSE++, hein, c'est le CSE après donc 50 salariés, à partir de 50 salariés, donc avec les obligations de consultation en matière économique, les œuvres sociales, la gestion des œuvres sociales, les budgets, bien évidemment. Donc, est-ce que ce CSE donc aujourd'hui à partir de 50 salariés, eh bien, est-ce qu'un projet est en cours pour le porter, cette obligation, à compter donc de 250 salariés et plus? Donc, je vous laisse répondre par le biais du chat. Est-ce qu'on a ce projet au niveau du gouvernement? Ben, la réponse est vraie. Il y a ce projet. Alors, on a tendance à se pincer pour y croire quand même, hein. Mais on a ce projet, c'est dans les cartons. Et donc, on pourrait avoir. Alors, est-ce que on aurait ça sur la totalité des obligations à partir de 50 qui glisseraient sur 250? J'ai quand même un petit doute, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui avancé. Mais on pourrait avoir en tout cas de fortes évolutions sur ces sujets-là. On y reviendra bien évidemment. Un projet gouvernemental, encore un, prévoit la possibilité pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés de déroger aux conventions collectives avec accord individuel des salariés concernés. Et on pourrait déroger même sur les salaires minima, même sur les minima horaires. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des projets dans les cartons? Ça semble un peu gros pour être vrai, euh, et pourtant c'est vrai. Ça fait partie des projets qui sont sur la table actuellement, hein. Donc, on a eu un rapport parlementaire qui a été remis notamment à Bruno Le Maire, hein, et qui préconise un certain nombre de choses, et notamment ce point-là. Alors, spécial entreprise de transport, est-ce que un site internet va être mis en place pour pouvoir contrôler la validité des permis de ces conducteurs routiers dans le secteur de marchandises, de voyageurs, des taxis, les ambulanciers? Est-ce qu'on va avoir un dispositif donc dans ce sens pour aller contrôler, vérifier les permis?
Suspense, suspense, suspense. Eh bien, c'est toujours vrai, hein, toujours vrai également. On va avoir, alors, ce projet, il date un peu, hein, puisqu'on en parle depuis 2016. J'ai regardé, j'ai repris mes tablettes. Depuis 2016, on a ce projet qui est prévu, donc qui avance petit à petit, qui avançait très lentement du coup, hein. Mais donc, on y arrive, ce serait lancé, on va en parler, mais ce serait lancé pour le mois d'avril. Donc, bah, le mois d'avril, hein, c'est demain. Désormais, alors, autre sujet, désormais un salarié au terme de son CDD ne peut plus refuser une proposition de poste identique en CDI. Est-ce que vous avez ça en tête, hein? Est-ce qu'un salarié peut toujours refuser un CDI dès lors qu'on lui propose suite à la fin de son CDD? Alors, il y a une petite subtilité, hein, là-dessus. Il y a une petite subtilité parce que il va pouvoir le refuser. Mais refuser un CDI dans ce contexte-là, dès lors que c'est le même poste, eh bien ça va avoir des conséquences. Et on va en parler justement. C'est mon affirmation suivante. Est-ce que deux refus de CDI en 12 mois, donc sur un poste identique, suite à la fin du CDD ou de la mission d'intérim, eh bien, est-ce que deux refus de CDI égale une perte des droits à indemnisation chômage? Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est effectivement un point qu'on avait vu, hein, dans la webconférence du mois de janvier, mais on a quand même pas mal de questions encore ces derniers temps au cabinet sur ce sujet, sur ces sujets. Donc c'est pour ça que je l'ai remis au programme ce soir. La consultation du site Vérif Permis, donc le fameux site pour vérifier est-ce que mon salarié du transport a un permis en cours de validité. Donc cette consultation sera payante pour les entreprises de transport. Alors, est-ce qu'elle sera payante? Alors, on n'a toujours pas le site, mais on sait que la consultation du site sera payante, hein, puisque les tarifs ont été transmis et donc publiés au journal officiel par arrêté. Donc, on va de toute façon explorer ce sujet-là et j'ai notamment rappelé ben, les tarifs qui seront pratiqués, qui ont paru donc. Le projet de loi concernant les congés payés et les arrêts maladie, donc la fameuse acquisition de congés payés, ce projet de loi serait rétroactif pour limiter le coût de ce revirement de jurisprudence pour les entreprises. Est-ce que, donc là, c'est le projet qui vient de sortir, hein, puisque on a eu cet avis du Conseil d'État suite à saisine du gouvernement, est-ce qu'on aurait une rétroactivité de ce projet de loi pour limiter le coût pour les entreprises? Ben, c'est vrai. A priori, alors on n'a pas le texte encore, hein, le texte du projet de loi, mais a priori, en tout cas dans l'avis qui a été transmis, rendu public par le Conseil d'État, eh bien oui, on aurait une rétroactivité qui permettrait de limiter le coût. Je dis bien de limiter le coût, hein, pas de réduire à zéro le coût. On va bien évidemment en parler. Alors, toujours si on revient sur le site Vérif Permis, le site Vérif Permis va permettre de connaître le solde de points de son conducteur. Hein, voilà, un conducteur routier, une entreprise de transport, on a le site Vérif Permis qui est mis en place pour ça. Donc, on pourra, à votre avis ou pas, connaître les points. On ne pourra pas. On ne pourra pas connaître les points des collaborateurs. On va juste savoir est-ce qu'il a un permis valable ou pas, quelle est sa catégorie de permis, ses permis en cours de validité. On n'aura pas le solde de points. Un délai maximum de report des congés payés serait fixé à 15 mois par le futur projet de loi donc, que l'on évoque depuis tout à l'heure.
Est-ce qu'on viendrait limiter, à votre avis, le report donc des congés payés, ce délai maximum de 15 mois, hein, ce délai maximum de 15 mois pour finalement essayer de circonscrire un petit peu le sujet des congés payés dans l'entreprise, donc en lien avec ces arrêts. C'est vrai, c'est vrai. On doit avoir normalement ce report qui serait fixé à maximum 15 mois, ce qui permettrait de protéger les entreprises et au moins en tout cas de limiter donc l'exposition dans le temps de ces droits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les passer par le biais du chat. Pierre-Éric sera ce soir votre porte-parole. Alors, pour l'instant, on a des questions sur la chaîne YouTube. Donc, oui, D'accord. la vidéo sera bien mise sur la chaîne YouTube. Et oui, effectivement, jusqu'à maintenant, sur la chaîne YouTube, on coupait les vidéos, mais maintenant, on les met en entière. Parce que sinon, c'était trop compliqué de maintenir une actualité juste. Donc, vous aurez les vidéos avec les dates et comme ça, il faudra faire en fonction de ça. Le replay, effectivement, sera désormais disponible chez Législassure. Alors, je vous propose de poursuivre. Donc, de poursuivre, dans un premier temps, concernant donc ce premier point, je souhaitais remettre sur, euh, sur la table, entre guillemets, pour qu'on puisse en échanger à nouveau. C'est ce fameux refus donc d'un CDI dès lors que eh bien, le salarié termine son CDD ou sa mission d'intérim. Si on veut lui proposer un CDI, il est désormais fixé dans les textes une obligation. Et cette obligation pour l'entreprise, c'est de faire cette proposition par écrit. Alors, je la conseillais déjà, cette proposition par écrit, hein, soyons clairs. Au cabinet, on l'a conseillé déjà, tout simplement parce qu'elle pouvait permettre, en cas de refus, eh bien, de s'exonérer du versement de l'indemnité de précarité, puisque les 10% de précarité n'étaient pas dus quand le salarié refusait une embauche en CDI. C'est pour cela que du coup, on conseillait eh bien, de faire cette proposition par écrit. Désormais, le Code du travail précise, hein, depuis le mois de janvier, précise donc que cette proposition doit être faite par écrit. Je vous ai mis un petit schéma. Le schéma, c'est que donc on a un salarié qui est dans l'entreprise, il finit son CDD. Eh bien, dès lors qu'il a fini son CDD, le terme arrive, hein, je veux lui proposer un CDI, bien je lui fais cette proposition par écrit avant le terme du contrat, avant la fin de son CDD. Si le salarié le refuse, eh bien à ce moment-là, alors oui, la conséquence qu'il y existait déjà, c'est que forcément, j'ai une trace écrite, un refus de sa part, donc je n'aurai pas à verser les 10% de précarité, mais en plus, donc je vais être tenu dans ce cadre-là d'informer en fait le Pôle emploi, d'informer France Travail que le salarié a refusé donc une embauche en CDI. Alors cette embauche en CDI, c'est une embauche identique hein, sur un poste identique, le même poste, la même rémunération, la même durée du travail, le même lieu du travail. Je fais cette déclaration à France Travail. Si dans les 12 mois une autre entreprise, ou moi, si je réembauche ce salarié en CDD, hein, si dans les 12 mois concernant ce salarié, il y a une nouvelle déclaration en France Travail comme quoi il a refusé un deuxième CDI, eh bien, le France Travail coupera les droits à chômage. Hein, c'est dans l'idée d'essayer eh bien, de limiter l'effet d'aubaine où, oui, je prends un CDD de 6 mois, je m'arrête au mois de juin, j'en profite tout l'été aux frais de la princesse, et puis quand j'ai plus de droit au chômage, eh bien, je me pose la question, tiens, il faudrait peut-être que je me remette à travailler, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'essayer eh bien,
de rendre moins attractif le fait de refuser un CDD. Si on détaille, donc on fait une proposition par écrit. On fait une proposition par écrit. Cette proposition, elle doit être avant le terme du contrat. Si le contrat est terminé, le contrat est terminé. Donc je fais ma proposition par écrit. Mon salarié, donc, c'est bien une proposition sur un poste identique. Poste identique, même rémunération, même durée du travail, vraiment, même lieu de travail, tout pareil. Et bah, si j'ai un refus, je cliquerai sur la plateforme. Hein, je vous ai mis le lien ici, hein, vous l'aurez dans la plaquette que je vous transmettrai d'ici demain avec les échanges questions-réponses comme d'habitude. Vous cliquez et vous tombez sur le portail pour déclarer le salarié qui a donc refusé son CDI. Cette déclaration dématérialisée à France Travail, elle a été mise en place tout début janvier. Hein, c'est un arrêté publié au 10 janvier qui a mis en place cela. Je vous ai mis une capture d'écran hein, justement ici hein, du formulaire du téléservice pour donc se connecter et pour déclarer le refus de CDI. Il se pose quand même quelques questions hein, dans cette procédure parce que les textes sont pas super clairs. Je vous dis, il faut proposer par écrit le CDI au salarié. Alors, il faut le proposer avant le terme. Mais quid d'un délai raisonnable de réflexion pour le salarié pour accepter ou pour refuser? Les textes n'en parlent pas. Il me semble quand même bon de vous conseiller de respecter quand même un délai raisonnable à minima de 3-4 jours, hein, remise en main propre, ou si le salarié, ça peut arriver, refuse de vous prendre le document en main propre, que vous ayez le temps justement de l'envoyer par recommandé pour fixer la date. Oui, c'est ça, parce que va se poser la preuve du refus, hein. Il y a des Bah, tout questions à dans ce fait. sens-là. Ah Quelle est ben, la preuve que l'on va avoir? Voilà. la preuve du refus, bah, c'est soit le salarié sur le courrier, sur la proposition que je lui ai tendue, remise en main propre, il me met refusé ce jour, date et signature. Hein. Soit il me dit, mais vous, j'en veux pas de votre papier, j'en veux pas de votre poste, mais je vous écris rien. Et à ce moment-là, bah, il faudra lui faire la proposition par écrit en indiquant bah, que, à défaut de retour d'ici tel délai, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance hein, par rapport au terme. Hein. À défaut de retour, eh bien, vous êtes réputé avoir refusé. Et à ce moment-là, j'aurai la preuve, bah, dans ce cadre-là, de ma lettre recommandée transmettant la proposition et donc l'absence de retour du collaborateur. On a vraiment voilà, ces questions qui n'ont pas de réponse. L'autre question que l'on peut se poser, c'est bah, est-ce que le salarié a un recours? Il estime qu'on lui a fait une proposition, mais qui n'était pas tout à fait la même que le poste occupé. Ou le salarié, lui, bah, il dit bah, vous aviez pas à me dénoncer, à informer France Travail, pas dénoncer, euh, parce que telle ou telle ou telle raison, ou parce que vous m'avez pas vraiment proposé, parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'étais harcelé, c'est pour ça que j'ai refusé. Bref, on peut imaginer quand même qu'il puisse y avoir des contestations comme cela. euh, Parce que c'est compliqué en tout cas pour de forcer quelqu'un à être embauché, hein, soyons clairs. Hein. Le salarié, au final, il a quand même toujours son mot à dire à signer le contrat ou pas. Et le problème, et il vaut mieux d'ailleurs qu'il refuse la proposition de CDI plutôt qu'il accepte la proposition de CDI en se disant bah, j'accepte la proposition de CDI et puis je vais tout faire pour qu'on rompe mon essai, par exemple. S'il y a un reliquat de période d'essai suite au CDD, ou même qu'on rompe mon contrat tout court après. Donc, restent ces questions-là vis-à-vis du salarié, et puis reste aussi des questions vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce que on me dit que c'est obligatoire de faire la proposition de CDI par écrit? Ben, il n'y a pas d'obligation particulière, en tout cas, il n'y a pas de sanction particulière. Donc, si je fais une proposition par oral et que bah, mon salarié il me dit bah, j'en veux pas, je refuse, bah, si j'ai pas d'écrit et si je veux pas en faire,
en fait, il n'y a rien qui me sanctionne. La conséquence, c'est que je ne dénoncerai pas mon salarié parce que j'aurai aucune preuve de son refus. Et la conséquence aussi sera que je devrais lui verser son indemnité de précarité parce qu'encore une fois, j'aurai aucune preuve de lui avoir proposé un CDI et qu'il l'ait refusé. Idem, euh, bah, euh, j'ai fait ma proposition écrite de CDI, mon salarié la refuse, il me l'a même refusé par écrit, il est sympa. Et derrière, bah, si je fais pas l'information à France Travail, bah, il n'y a pas de sanction non plus, hein. Il n'y a aucune sanction particulière pour ne pas avoir fait l'information à France Travail. Donc, c'est pareil. Là-dessus, aujourd'hui, on a une obligation d'informer France Travail, il n'y a pas de sanction particulière. Dans les textes, il aurait pu être couplé en cas de dénonciation que le salarié ne rentre pas dans les taux de séparation qui permettent de calculer le bonus-malus pour l'assurance chômage, hein, pour les cotisations assurance chômage. À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas le cas, c'est pas prévu, hein. Donc, ce type de rupture serait prise en compte, doivent être prises en compte normalement dans les taux de séparation qui permettent de calculer le bonus-malus, et plus souvent d'ailleurs un malus qu'un bonus sur l'assurance chômage. Des questions peut-être? Alors, il y a toujours les questions habituelles sur la preuve. Donc, Ouais. est-ce que remis en main propre, est-ce qu'obligatoirement recommandé, est-ce que voilà. Alors, Sur comment on formalise le hmm, refus. Qu'est-ce qui est l'idéal et qu'est-ce qui est acceptable? Enfin, toujours les questions habituelles de comment on formalise la preuve. alors, le refus, l'idéal, c'est d'avoir un refus express, d'avoir le salarié qui, quand je lui ai remis le courrier, eh bien, me signe la décharge, reçu ce jour-le, je refuse votre proposition. Ça, c'est l'idéal. Le salarié, si il refuse de signer le papier, ben, je vais lui faire la proposition. Effectivement, je lui fais la proposition, donc bah, il refuse le papier, donc je vais lui refaire la proposition par recommandé. Aujourd'hui, on n'a aucun recul sur le salarié qui ne va pas chercher son recommandé. Est-ce que le fait de ne pas chercher son recommandé, ça témoigne d'un refus d'un CDI? Témoigne d'un refus d'aller chercher son recommandé. Donc, ce point-là, il n'est pas précisé. On n'a pas de circulaire particulière qui sont sorties sur ces sujets. On n'a pas de directive particulière là-dessus. Moi, j'aurais tendance, sur ce salarié qui récupère pas le recommandé, en tout cas pour le moment, de ne pas le déclarer France Travail. Tout simplement parce que ben, le refus, c'est quand même un refus normalement de quelque chose dont j'ai eu connaissance. Si j'ai pas cherché, si je suis pas allé chercher mon recommandé, c'est compliqué. Euh, Après, le refus il peut être tacite, hein, suite à une proposition, hein. Donc ça, c'est pas vraiment le problème. Je peux très bien donner un laps de temps sous 5 jours, 10 jours, une semaine donc la réception ou la remise en main propre du courrier. Si le salarié répond pas, il est réputé avoir refusé. Mais encore faut-il qu'il ait eu connaissance de cela et de cette proposition. Donc, l'idéal remis en main propre, hein. La lettre recommandée, bah, si le salarié ne va pas la chercher, c'est un peu compliqué. S'il refuse, on pourrait imaginer, si vraiment, 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 on veut le dénoncer au Pôle emploi, on pourrait imaginer que ben, on fasse cette proposition devant témoin. Et bah, que les témoins témoignent qu'on est dans le dossier une attestation comme quoi on a bien fait cette proposition, tendu le courrier au salarié, indiqué qu'on lui proposait un CDI identique et que le salarié donc a pris connaissance de cette information, qu'il l'a refusé, mais qu'il a refusé de signer le courrier. Voilà. Et donc, par ce biais d'attestation, on aurait cette preuve un peu indirecte de la chose.
Aujourd'hui, on n'a pas de recul particulier, bien évidemment aucune jurisprudence, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus de circulaire administrative qui aurait pu justement faire citer ces petits cas, et notamment cette lettre recommandée non récupérée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre. Poursuivre donc par la thématique du permis de conduire, la thématique donc de cet accès au fichier national permis de conduire, qui est que l'on attend, hein, je l'ai dit en introduction, depuis 2016, mais que on voit on voit le bout du tunnel. On est a priori, hein, voilà, sorti du tunnel, puisque ce site serait mis en place à partir du mois d'avril. Donc, on n'a pas de date précise, mais il serait mis en place à partir du mois d'avril. L'idée, c'est, donc je vous ai mis hein, les entreprises visées par ce dispositif. On a vraiment au sens large toutes les entreprises de transport, que ce soit transport de marchandises, transport de personnes, transport de voyageurs, transport sanitaire. Sont visés également les VTC, sont visés les taxis. Donc on a vraiment, de manière relativement large, visé le monde du transport. On va donc avoir cet accès en tant que professionnel du transport à ce téléservice. Ce téléservice, donc Vérif Permis, hein, et donc on aura un site internet où on va pouvoir se connecter. Il faudra créer son compte, bien évidemment, créer son compte en tant qu'entreprise de transport avec eh bien, des profils utilisateurs qui pourront utiliser le site. Et ce site, donc, il permettra d'avoir accès, en fait, aux infos sur la validité des permis de conduire des conducteurs. Les infos sur la validité des permis de conducteur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger, conducteur par conducteur, une attestation. Et cette attestation, elle va rappeler l'identité du conducteur, elle va rappeler son permis, sa validité, etc., etc. Je vous ai mis le spécimen de l'attestation. On va avoir, on l'a dit en introduction, un service qui va être un service qui va coûter, hein. Il y a une redevance qui est prévue. Donc le texte prévoit, en fait, distingue entre les entreprises de 50 conducteurs ou moins et les entreprises de plus de 50 conducteurs salariés. Et donc, on va avoir un prix, hein, donc vous voyez, hein, pour les 50 conducteurs salariés ou moins, vous avez un abonnement annuel avec 100 consultations inclus à 40 € et vous avez un prix au-delà des 100 consultations, un prix de 95 centimes. Et pour les entreprises de plus de 50 conducteurs, on a un abonnement annuel qui inclut aucune consultation, donc de 40 €, et ensuite, hein, à la consultation, les 95 centimes. Donc, service donc a priori opérationnel en avril, donc qui serait payant, qui sera payant selon donc ces modalités-là. L'idée donc c'est d'avoir accès aux données du permis de conduire, hein, des conducteurs professionnels. C'est pas parce qu'on est une entreprise de transport qu'on va avoir accès au permis de conduire de tout notre personnel. Hein, ça ne vise que les conducteurs. Je vous ai mis donc le spécimen hein, d'attestation, de vérification du permis de conduire. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce qui a été, ce qui est sorti au journal officiel. Et donc oui, on aura cette attestation et donc vous pourrez télécharger l'attestation pour votre salarié et vous la mettrez au dossier. Quelque part, ça vous donnera la preuve d'avoir fait cette démarche, d'avoir contrôlé le permis de conduire de votre salarié et comment dirais-je et comme cela vous pouvez passer à autre chose. Forcément si le salarié a plus son permis vous aurez une attestation
attestation qui indiquera que le salarié n'a plus son permis, et ça vous servira de preuve, je dirais, relativement solide, hein, puisque c'est un service de l'État qui vous l'aura fourni, avec le petit QR code qui va bien d'ailleurs, hein, pour vérifier si c'est une bonne attestation ou pas, hein. Et en tout cas, voilà, vous aurez la preuve que le salarié a plus de permis, et à ce moment-là, vous en tirerez les conséquences, notamment, est-ce que le salarié a conduit sans permis? On pourra se poser la question. A priori, ça ressemblera à une faute grave, hein. Ou est-ce que le salarié, en fait, il vous a dit, il vient juste de vous dire qu'il a perdu son permis, il n'a pas conduit sans permis, vous vouliez juste vérifier, et à ce moment-là, a priori, ça pourra être plutôt de la cause réelle et sérieuse. Donc, et dès lors que vous dépendez de la convention collective transport, il y a une procédure spécifique sur ce type de perte de permis, ce type de procédure, donc avec recherche de reclassement avant tout licenciement, bien sûr. Est-ce qu'on sait, Paulin, s'il y aura des alertes pour les salariés qui auront perdu leur permis automatique? Il me semble pas, mais A priori, non. Je me suis posé la question et franchement, ce serait quand même, à mon avis, relativement simple à mettre en place et plutôt utile, mais a priori, c'est pas d'actualité. Effectivement, je chargerai mon personnel sur le site avec les numéros de permis de conduire. Dès que ça bouge, il y a une alerte qui tombe. Euh, A priori, on n'est pas sur un site qui est prévu pour faire de l'info descendante. Donc, l'info, il faudra a priori aller la chercher. alors j'ai une autre question. Mm. Si je, alors, est-ce qu'il sera obligatoire d'avoir des attestations pour chacun des chauffeurs? Donc, j'imagine que ce sera l'histoire de, puisque certains dans les contrats de travail demandent à leurs chauffeurs d'avoir l'obligation de leur remonter les points, et est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir cette attestation pour pouvoir procéder aux sanctions? D'accord. Je comprends la question comme ça, peut-être est-ce pas OK. ça, mais Alors, le premier point que j'ai envie quand même de dire, hein, c'est pas la question, mais dans le contrat de travail, dire que le salarié est obligé de nous informer quand il a moins de 3 points ou 3 points, normalement, c'est illicite. Euh, le salarié, s'il ne respecte pas ce qui est écrit dans le contrat, c'est pas une faute, hein. Là, même si c'est prévu au contrat, ce point-là, normalement, ne devrait pas être prévu au contrat parce qu'il n'est pas conforme à la réglementation. Euh, Est-ce que ça va être obligatoire d'avoir des attestations pour tout conducteur? Non, a priori non. Il ne sera pas obligatoire d'avoir des attestations pour tous les conducteurs, comme il n'est pas obligatoire aujourd'hui de faire des demandes régulières d'attestation de permis valable. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est déjà de regarder vos contrats d'assurance pour voir si vos assureurs respectifs, sur cette problématique d'un salarié qui commettrait un sinistre, hein, et qui n'aurait pas le permis, eh bien, est-ce que l'assureur vous garantit tout le temps? Est-ce que l'assureur vous garantit jamais? Ou est-ce que l'assureur a émis des conditions? Souvent, dans les contrats, on peut retrouver des conditions, et notamment le fait que vous soyez préoccupé du sujet tous les 6 mois, tous les 3 mois minimum, hein. Donc, il est fort à parier que beaucoup d'entreprises de transport aient ça dans les contrats. Donc là, déjà, le premier point, c'est vérifier quelles sont nos relations avec notre assureur sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on met en place? Et si effectivement, par exemple, dans votre contrat, en cas de sinistre avec un salarié qui n'a pas de permis, qui ne vous a pas prévenu, vous devez montrer que vous êtes préoccupé du sujet, que vous avez quand même un process de vérification au moins tous les 3 mois. À ce moment-là, a priori, ce sera bien d'avoir une attestation tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de ce que vous demande votre assureur. Alors, le fait de mettre en place ce système de vérification des permis par Vérif Permis, ça n'empêche pas que si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez, entre guillemets, vous servir de l'ancienne recette, hein, c'est-à-dire faire signer votre salarié à échéance régulière, donc en fonction de vos obligations assurantielles, donc une attestation de détention de permis valable, par exemple, hein. Donc,
tant que vos assureurs respectifs ne vous imposent pas le fait de télécharger l'attestation, ben, ma foi, a priori, vous n'en avez pas l'obligation. En tout cas, dans les textes réglementaires, dans le code du transport, dans le code de la route, il n'est pas dit que l'entreprise de transport doit, à telle périodicité, télécharger l'attestation. Hein, ce n'est pas une obligation réglementaire. D'autres questions peut-être, Pierre-Éric? Bah, alors, en fait, tu y as répondu de façon directe, mais effectivement, il y a beaucoup de questions sur l'existant, hein, c'est-à-dire de demander par le biais des attestations et le Mhm. fait de ce système supplémentaire. Voilà, comment faire cohabiter ces deux D'accord, systèmes. Mais d'accord. bon, je pense que là, il faudra que les uns ou les autres, en fonction de vos organisations, vous reveniez vers nous pour échanger sur vos cas particuliers, à mon sens. Ouais. Alors, je pense que voilà, en tout cas aujourd'hui, ce vérif permis n'interdit pas de continuer les attestations de détention de permis valable. Alors, il y a un avantage de continuer l'attestation de détention du permis valable, ben, c'est que vous allez faire des économies, puisque à 95 centimes la consultation, bah, si vous en faites tous les jours pour 200, 300, 500 conducteurs, alors ça risque de prendre du temps et bah, oui, c'est un budget. Euh, Après, comment dirais-je, l'avantage de cette attestation vérif permis, bah, c'est que on est sûr du résultat. L'attestation de détention du permis valable, bah, le salarié, il atteste sur l'honneur, mais encore faut-il qu'il en ait un. Voilà, tout simplement. L'attestation donc comportera un certain nombre d'informations, mais ne comportera pas le solde de points, vous l'avez compris, ni les divers retraits de points du collaborateur. On a, dernier point sur ce sujet, on a une information obligatoire des conducteurs à transmettre, hein. Le texte, l'arrêté, hein, qui est paru début mars. Je vous ai mis donc l'extrait, hein, la phrase. Les conducteurs salariés sont informés par leur employeur par tout moyen de l'utilisation de leurs données et de leur suppression au moment de la rupture du contrat de travail. Donc, on a une information spécifique, hein, à faire. Alors, on ne sait pas, d'ailleurs, sur cette phrase, on est en train d'analyser, d'expertiser. On ne sait pas si on peut faire qu'une information ou deux informations, si on doit faire deux informations. Est-ce qu'on peut faire qu'une seule information en indiquant, bah, durant la vie de votre contrat, eh bien, nous réservons le droit de solliciter vérif permis et donc d'utiliser vos données et nous vous informons d'ores et déjà qu'elles seront supprimées dès que vous quittez l'effectif. Ça me semble le plus simple et ça me semble correspondre à euh, comment dirais-je, à la réglementation, hein. Ou est-ce qu'on aura à faire une à l'embauche, une à la débauche, hein. Note de service, hein, a priori oui, ou clause dans le contrat de travail. Moi, je trouve qu'à l'embauche, une clause dans le contrat de travail me semble plutôt cohérente, hein. Donc, on est en train, les textes sont récents, hein, on est en train d'expertiser tout ça bah, pour mettre en place les modèles qui vont bien. Et donc, on pourra vous mettre ça à disposition comme d'habitude. Il faudra solliciter le service. Donc, on devrait avoir ça d'ici quelques jours, quelques semaines, euh, de façon concomitante en fait à la mise en place de vérif permis. D'autres questions sur le permis de conduire ou c'est bon pour vous? Alors, il y a plein de questions forcément sur D'accord. Ah, c'est un sujet le permis de toute façon, hein. ouais, C'est sur un le permis de sujet. conduire. Et alors, j'en retiens une, c'est est-ce qu'on pourra contrôler pour les futurs collaborateurs? A priori, non. On doit contrôler, on peut contrôler un salarié qui est dans nos effectifs, qui est dans nos livres. Après, il n'est pas interdit de le contrôler le premier jour de son embauche ou pendant sa période d'essai. De toute façon, on aura constitué son dossier administratif, on lui aura bien demandé
son permis de conduire, sa photocopie de conduire, on aura pris sa photocopie de permis de conduire pour son dossier administratif. Et ensuite, bah oui, durant la période d'essai, on pourra se poser la question. En tout cas, là, on aura le droit. Je pense pas, et c'est pas que je pense pas d'ailleurs, c'est que non, un futur collaborateur au stade de l'embauche, on pourra pas, on est censé interroger pour nos salariés. Et est-ce qu'il y aura dans le cadre des relations avec le CSE une obligation d'information ou de leur dire que dorénavant on peut aller vérifier sur ce site ou des choses de cette nature-là? À mon sens, oui, ça fait partie des informations assez classiques, usuelles. On n'est pas vraiment sur une information, enfin, sur un mode de preuve particulier, mais quand même, hein. Donc, à mon sens, oui, information du CSE. J'ai épuisé les questions. Très bien, merci. Alors, je vous propose de poursuivre donc par un petit point sur les projets législatifs. On a quand même pas mal de choses dans les tiroirs, donc ça me semblait intéressant de les évoquer, et notamment donc cette histoire de congés payés, puisque on a commencé en fait à avoir un peu d'infos à partir d'hier soir, ce qui m'a permis de passer une bonne soirée, hein, je vous le confirme, puisque on a eu l'avis du Conseil d'État qui est venu eh bien, finalement détailler un peu. Alors, on ne connaît pas le projet écrit de loi du gouvernement, hein, puisqu'il devrait être transmis au Parlement prochainement, mais on a un peu quand même le dessous des cartes, puisque le Conseil d'État nous donne son avis par rapport à ce que le gouvernement, aux questions que le gouvernement lui a posées. On a, on l'a dit, cette jurisprudence du 13 septembre, pour rappel, un 13 septembre dernier, qui vient dire hein, les salariés qui sont en arrêt maladie, les salariés qui sont en maladie professionnelle, les salariés en accident de travail, doivent obtenir les mêmes congés payés que s'ils travaillaient. Ça, c'est la jurisprudence du 13 septembre. Et la Cour de cassation précise d'ailleurs que peu importe de quand datent les droits potentiels, c'est rétroactif. Hein, c'est rétroactif, la jurisprudence est rétroactive, et à l'occasion d'un de ces arrêts, la Cour de cassation attribue 10 ans de congés payés à une salariée d'un organisme de formation qui le demandait. Donc c'est un sujet, hein, et enfin, je vous l'apprends pas, c'est un vrai sujet. On a quelque chose qui est intéressant, c'est que le gouvernement semble être quand même décidé à, alors pas à revenir sur la totalité de la jurisprudence, hein. D'ailleurs, techniquement, ce serait relativement impossible, puisque le droit français aujourd'hui est totalement contraire donc au droit européen. L'idée, ça a quand même essayé de limiter. Hein. On a essayé au niveau du gouvernement, a priori, de limiter les conséquences. Et donc, on a un premier point qui eh bien, nous indique que sur le maintien des droits maladie, eh bien, les salariés n'auraient pas droit à un maintien de 5 semaines de congés par an, mais 4. Donc, on se limiterait aux congés payés au niveau de l'Union européenne, hein. On est sur 4 semaines et pas 5. Donc, c'est la question qu'il y avait dans le quiz d'entrée. On se limiterait donc à 2 jours, 2 jours ouvrables par mois de maladie et non pas 2,5. Alors, vous allez me dire, c'est toujours 2 de plus qu'avant et c'est toujours 0,5 de moins que ce que prévoyait la jurisprudence. Premier point, on aurait la loi qui prévoirait que ces 2 jours, eh bien, c'est rétroactif. Et donc, on a l'application de la loi qui se ferait rétroactivement par rapport donc aux situations d'avant. Donc, on viendrait limiter finalement les potentiels rappels, eh bien, puisque
on ne devrait, eh bien, 2 jours, j'ai du mal à dire que d'ailleurs, hein, mais que 2 jours au lieu de 2,5. Toujours ça de prix. Je l'ai dit dans le quiz, d'entrée également, limitation du report des congés payés à 15 mois. Et là aussi, on nous prévoit une rétroactivité donc de cette limitation à 15 mois. Donc, on ne sait pas bien comment ça va être tourné, on ne sait pas encore analysé, c'est tout frais, hein, ça date d'hier soir, hein, les conséquences. Néanmoins, là aussi, sur les rappels de salaire liés donc au passé, on aurait quand même cette clause de sauvegarde. Et ça a été préconisé par le Conseil d'État et a priori, il n'y a pas vraiment de raison que le projet gouvernemental, le projet de loi ne le reprenne pas. Le Conseil d'État préconise d'imposer aux salariés aujourd'hui eh bien, un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'on viendrait dire aux salariés, à compter de la loi, si vous voulez réclamer quelque chose, vous avez 2 ans. Passé 2 ans, c'est fini. Ce qui permettrait en fait de solder le risque des entreprises d'ici 2 ans. Voilà. Alors, là-dessus, on peut avoir toutes les opinions, hein. Est-ce que ça solde le risque, hein, ou est-ce que ça incite au contentieux ou incite à la demande? Les deux écoles peuvent largement défendre leurs arguments, effectivement. Le risque, c'est que ça précipite quand même pas mal de demandes, ça crée de la demande. L'avantage, c'est que bah, d'ici 2 ans, bah, on n'y reviendrait plus pour le passé. Adoption, normalement, on devrait avoir le texte du gouvernement dans les prochains jours, d'ici une semaine ou 2 maximum, pour adoption fin avril. Hein, puisque en fait, la stratégie, c'est d'insérer le projet dans une loi qui est déjà en cours de débat pour que ce soit finalement adopté fin avril. Alors j'ai deux questions. Il y en Oui. a une sur à partir de combien de jours d'arrêt on attribue ces fameux 2 jours? Alors c'est au prorata temporis a priori, hein, puisque en fait on serait sur 2 jours pour un mois de travail. Euh, Je pense pas. Aujourd'hui, en fait, enfin aujourd'hui, non, avant le 13 septembre, il fallait que l'on ait un impact de plus de 4 semaines d'absence pour avoir une baisse des droits. Je pense pas qu'il y ait de délai de franchise particulière prévu dans le texte. En tout cas, le texte, je l'ai pas, mais ça se lit pas comme ça dans l'avis du Conseil d'État. Donc, pour moi, les 2 jours, ce sera du prorata temporis. Ok. Et cette rétroactivité, est-ce qu'elle pourrait s'appuyer aussi pour les employeurs qui auraient laissé les 2,5 jours à un salarié absent 4 mois? Ah oui, tout à fait. En gros, est-ce que ça Oui, pourrait, oui. voilà. Effectivement, a priori, la rétroactivité, elle va être aussi sur ces 2 jours pour justement essayer de limiter les éventuels rappels de salaire demandés par les collaborateurs. Donc oui, oui, ces 2 jours-là seraient rétroactifs et donc bah, on a attribué 2,5 bah, par erreur. Bah, normalement, on aurait dû plutôt attribuer 2. Et pas 2,5. Donc, bah oui, là au final, bah, c'est le collaborateur qui devrait de l'argent ou des jours. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais a priori, c'est ce qu'on lit de l'avis du Conseil d'État. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon, tu peux Non. continuer. Les projets en cours, plus light. Plus light, c'est le compte personnel de formation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors là, le gouvernement a dit oui, a dit non, a dit oui, a dit non. Ça fait 2 ans hein, que il se pose la question.
a priori, c'est tranché. Pour utiliser son compte personnel de formation, désormais, les salariés vont devoir payer un reste à charge. Il va y avoir un ticket modérateur qui sera instauré et a priori, ça devrait entrer en vigueur au plus tard au 1er mai. Et ce ticket modérateur, eh bien, ce serait forfaitairement 100 euros. Ce qui est quand même un peu étrange, hein, parce que vous avez une formation diplômante sur plusieurs mois avec un budget très important. 100 euros, vous avez une formation de 7 heures qui fait 300 euros, 100 euros. En tout cas, c'est a priori la piste qui a été retenue et qui a été définitivement retenue, c'est le ticket modérateur de 100 euros à partir du 1er mai. Donc, si vous avez des salariés qui ont des projets de CPF, à la limite, autant qu'ils l'utilisent avant le 1er mai s'ils souhaitent échapper au ticket modérateur. Alors attends, Oui. j'ai raté une question. J'ai raté une question sur le fameux 15 mois là, sur le délai maximum des reports de congés payés fixé à 15 mois. Je suis désolé, là on revient pas en arrière. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas trop de lisibilité hein, sur ce sujet. Donc, il faudra attendre le projet de loi qui devrait sortir bientôt. L'idée de ce que j'en ai compris, hein, c'est que le salarié qui, dans le passé, donc puisque ce serait rétroactif aussi, hein, ces 15 mois, dans le passé a été absent plus de 15 mois, eh bien, quelque part, on aurait un certain couperet au bout de 15 mois. Idem pour l'avenir, du coup, sur ces 15 mois où le salarié pourrait porter ses droits uniquement pendant 15 mois. Tout ça mérite bien évidemment recul Éclaircissement. nécessaire sur le texte que l'on n'a pas aujourd'hui. Parfait. Et du coup, on revient sur le thème là. Et Ouais. y a-t-il un plafond d'un montant acquis au compte CPF? Oui, il y a un montant acquis au compte CPF. Je vous le rappellerai dans le question-réponse. De mémoire, c'est 5 000 euros hors abondement, hein. On peut avoir des abondements, mais normalement, de mémoire, c'est 5 000 euros. Mais je vous le confirmerai dans le question-réponse, j'ai un petit doute sur ce point. Si on poursuit donc par la loi de simplification du Code du travail, donc on en a évoqué quelques points hein, en introduction. On a eu un rapport qui a été rendu, qui a été remis donc notamment à Bruno Le Maire au 15 février. Donc vous avez le lien hein, pour le consulter. C'est plutôt une bonne lecture. C'est pas très long d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt simple. Euh, qui s'intitule Rendre des heures aux Français, 14 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Et donc, on va y retrouver des choses relativement intéressantes. Euh, alors, ça reste qu'un rapport parlementaire. Il devrait quand même être la base d'une future loi de simplification du Code du travail. Le relèvement, on en a parlé tout à l'heure, hein, du seuil à 250 salariés pour avoir un CSE élargi. Le relèvement à 250 salariés, alors là c'est un peu stupéfiant, hein, pour avoir un règlement intérieur dans une entreprise. Alors, je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'attendre les 250 pour avoir un règlement intérieur, hein. Moi, je le conseille dès le premier salarié, donc il y a un peu de marge. Ah oui, parce qu'un règlement intérieur, c'est quand même fixer des choses, c'est quand même fixer un certain nombre d'obligations. Si vous n'avez pas de règlement intérieur valable, vous ne pouvez pas faire de contrôle d'alcool ou de drogue sur des conducteurs de machines, etc., etc. Donc, il y a quand même des conséquences à ne pas avoir de règlement intérieur. 250 salariés, ça me semble énorme. Bref. Suppression aussi de créer une BDESE, hein, base de données unique euh, économique, sociale et environnementale. C'est vraiment cette base de données réceptacle pour plein d'informations sociales, économiques et environnementales. Et c'est à la disposition des salariés élus
donc CSE, et des salariés désignés par les syndicats, délégués syndicaux ou représentants de la section syndicale. Aujourd'hui, cette obligation, elle commence à 50 salariés. On nous dit simplification des arrêts de travail, pourquoi pas. Possibilité aussi, et ça on l'a dit dans le quiz, alors là aussi on a du mal à y croire, possibilité pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés de déroger aux conventions collectives, donc aux accords de branche, y compris sur l'aspect salaire. Alors on ne pourrait pas déroger au SMIC, bien évidemment, mais on pourrait déroger au salaire de branche, au minima de branche, alors dès lors qu'on a l'accord individuel des salariés. Mais l'accord individuel des salariés, ça peut être ne serait-ce que dans le cadre du contrat de travail à l'embauche. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont assez innovantes dans ce rapport. Au final, quel projet de loi derrière, hein, et quelle loi serait votée? Encore faut-il que le parcours législatif se passe sans encombre, tant par rapport à une majorité à trouver, que là aussi, si on imagine le CSE, les budgets, fonctionnement, œuvre sociale, passer de 50 à 250, je pense qu'il peut y avoir un peu de mouvement dans les rues, hein. En tout cas, je ne suis pas sûr que les syndicats soient très, très open sur ce sujet, hein. C'est jeudi soir, soyons optimistes. Toujours. Si on poursuit là-dessus, si tu n'as pas de questions, Pierre-Éric. Non, non, non. On a une confirmation Ouais, de quelqu'un qui suit la vidéo, là, qui nous dit que le CPF est bien à 5 000 euros. d'accord. Ouais. C'est ce Donc, que il n'y a j'avais. même pas besoin de vérifier. Oh, bon, on va quand même vérifier. Pour terminer, 2 points. On aurait une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui devrait être lancée a priori cet été. Donc, nouvelle réforme parce qu'il y en a déjà une, hein, récente. On aurait potentiellement un coup de rabot supplémentaire avec peut-être une baisse de la durée d'indemnisation, un renforcement de la dégressivité des allocations chômage, peut-être également une hausse de la CSG pour amener la CSG CRDS à hauteur de ce que payent les salariés, hein. Aujourd'hui, les chômeurs payent moins de CSG que les salariés. Et bon, on se dit au niveau du gouvernement, mais pourquoi on ne remonterait pas la CSG CRDS à hauteur de ce que enfin pas touche, payent les salariés, toujours dans l'idée de rendre l'assurance chômage moins attractive et donc faire sortir un certain nombre de personnes donc des chiffres du chômage en les poussant à prendre un job. Et enfin, obligation pour l'entreprise de remplir le passeport formation. Et cette obligation est reportée. On n'a pas la date précise, mais elle va être reportée en 2025. Elle était prévue pour 2024. Néanmoins, tout n'est pas opérationnel. Ce passeport formation, passeport prévention, euh, on aura l'obligation, on aura des accès, hein, au niveau de l'entreprise et obligation d'y renseigner toutes les formations, certifications qui sont obtenues par le travailleur, par le salarié, donc dans le cadre des formations santé, sécurité au travail. Donc, on aura des précisions plus tard, mais en tout cas, l'obligation qui était prévue pour 2024 à la base va être reportée en 2025. Commencer, comme d'habitude, par un petit quiz, hein, un petit quiz comme dont j'en ai l'habitude. Vous connaissez le principe, si vous ne le connaissez pas et que c'est la première fois que vous suivez notre webconférence, je le rappelle, donc je vous propose de lire les différentes affirmations et donc via le chat, Ouais, c'est je ça. vous On l'a invite, peut-être hein, vu. à, m'indiquer ce que vous Un pensez. petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est Oui, 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 un... oui. C'est vrai que là, je suis comment pas dirais-je? encore. Couper votre micro. Hop, voilà. Est-ce que vous pensez que la réponse est fausse ou est-ce que vous pensez que la réponse est vraie? Donc, je vous invite voilà, à participer, à répondre via le chat. Alors,
Première affirmation que je vous propose ce soir, un projet gouvernemental visant à limiter l'attribution à 2 jours ouvrables de congés payés par mois en cas de maladie. Alors, vous savez ou pas d'ailleurs, hein, je le rappelle, on a eu une jurisprudence en septembre dernier qui est venue dire, donc la Cour de cassation, hein, qui est venue dire que l'on devait attribuer les congés payés des salariés quand ils étaient en maladie, sans limite particulière de durée et sans distinguer en fait le fait qu'ils soient malades ou au travail. Donc ils ont droit, selon cette jurisprudence, à la même chose. Mais en fait, c'est vrai. On a un projet gouvernemental, on n'a pas encore le texte, hein, mais on a eu accès quand même à un avis du Conseil d'État qui a été rendu hier soir, hein. Donc là, c'est vraiment de l'info plus que fraîche, puisque ça vient vraiment de sortir. Et donc, j'ai eu le temps d'éplucher un petit peu cet avis du Conseil d'État pour vous en parler ce soir. Un projet gouvernemental prévoit le report de l'obligation du CSE++. Alors, quand je dis le CSE++, hein, c'est le CSE après donc 50 salariés, à partir de 50 salariés, donc avec les obligations de consultation en matière économique, les œuvres sociales, la gestion des œuvres sociales, les budgets, bien évidemment. Donc, est-ce que ce CSE donc aujourd'hui à partir de 50 salariés, eh bien, est-ce qu'un projet est en cours pour le porter, cette obligation, à compter donc de 250 salariés et plus? Donc, je vous laisse répondre par le biais du chat. Est-ce qu'on a ce projet au niveau du gouvernement? Ben, la réponse est vraie. Il y a ce projet. Alors, on a tendance à se pincer pour y croire quand même, hein. Mais on a ce projet, c'est dans les cartons. Et donc, on pourrait avoir. Alors, est-ce on aurait ça sur la totalité des obligations à partir de 50 qui glisseraient sur 250? J'ai quand même un petit doute, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui avancé. Mais on pourrait avoir en tout cas de fortes évolutions sur ces sujets-là. On y reviendra bien évidemment. Un projet gouvernemental, encore un, prévoit la possibilité pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés de déroger aux conventions collectives avec accord individuel des salariés concernés. Et on pourrait déroger même sur les salaires minima, même sur les minima horaires. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des projets dans les cartons? Ça semble un peu gros pour être vrai, euh, et pourtant c'est vrai. Ça fait partie des projets qui sont sur la table actuellement, hein. Donc, on a eu un rapport parlementaire qui a été remis notamment à Bruno Le Maire, hein, et qui préconise un certain nombre de choses, et notamment ce point-là. Alors, spécial entreprise de transport, est-ce que un site internet va être mis en place pour pouvoir contrôler la validité des permis de ces conducteurs routiers dans le secteur de marchandises, de voyageurs, des taxis, les ambulanciers? Est-ce qu'on va avoir un dispositif donc dans ce sens pour aller contrôler, vérifier les permis? Suspense, suspense, suspense. Eh bien, c'est toujours vrai, hein, toujours vrai également. On va avoir, alors, ce projet, il date un peu, hein, puisqu'on en parle depuis 2016. J'ai regardé, j'ai repris mes tablettes. Depuis 2016, on a ce projet qui est prévu, donc qui avance petit à petit, qui avançait très lentement du coup, hein. Mais donc, on y arrive, ce serait lancé, on va en parler, mais ce serait lancé pour le mois d'avril. Donc, le mois d'avril, hein, c'est demain. Désormais, alors autre sujet, désormais un salarié au terme de son CDD ne peut plus refuser une proposition de poste identique en CDI.
Est-ce que vous avez ça en tête, hein? Est-ce qu'un salarié peut toujours refuser un CDI dès lors qu'on lui propose suite à la fin de son CDD? Alors, il y a une petite subtilité hein, là-dessus. Il y a une petite subtilité parce que il va pouvoir le refuser. Mais refuser un CDI dans ce contexte-là, dès lors que c'est le même poste, eh bien ça va avoir des conséquences. Et on va en parler justement. C'est mon affirmation suivante. Est-ce que deux refus de CDI en 12 mois, donc sur un poste identique, suite à la fin du CDD ou de la mission d'intérim, eh bien, est-ce que deux refus de CDI égale une perte des droits à indemnisation chômage? Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est effectivement un point qu'on avait vu hein, dans la webconférence du mois de janvier, mais on a quand même pas mal de questions encore ces derniers temps au cabinet sur ce sujet, sur ces sujets. Donc c'est pour ça que je l'ai remis au programme ce soir. La consultation du site Vérif Permis, donc le fameux site pour vérifier est-ce que mon salarié du transport a un permis en cours de validité. Donc cette consultation sera payante pour les entreprises de transport. Alors, est-ce qu'elle sera payante? Alors, on n'a toujours pas le site, mais on sait que la consultation du site sera payante, hein, puisque les tarifs ont été transmis et donc publiés au journal officiel par arrêté. Donc, on va de toute façon explorer ce sujet-là et j'ai notamment rappelé les tarifs qui seront pratiqués, qui ont paru donc. Le projet de loi concernant les congés payés et les arrêts maladie, donc la fameuse acquisition de congés payés, ce projet de loi serait rétroactif pour limiter le coût de ce revirement de jurisprudence pour les entreprises. Est-ce que, donc là, c'est le projet qui vient de sortir, hein, puisque on a eu cet avis du Conseil d'État suite à saisine du gouvernement, est-ce qu'on aurait une rétroactivité de ce projet de loi pour limiter le coût pour les entreprises? Ben, c'est vrai. A priori, alors on n'a pas le texte encore, hein, le texte du projet de loi, mais a priori, en tout cas dans l'avis qui a été transmis, rendu public par le Conseil d'État, eh bien oui, on aurait une rétroactivité qui permettrait de limiter le coût. Je dis bien de limiter le coût, hein, pas de réduire à zéro le coût. On va bien évidemment en parler. Alors toujours si on revient sur le site Vérif Permis, le site Vérif Permis va permettre de connaître le solde de points de son conducteur. Hein, voilà, un conducteur routier, une entreprise de transport, on a le site Vérif Permis qui est mis en place pour ça. Donc on pourra, à votre avis ou pas, connaître les points. On ne pourra pas. On ne pourra pas connaître les points des collaborateurs. On va juste savoir est-ce qu'il a un permis valable ou pas, quelle est sa catégorie de permis, ses permis en cours de validité. On n'aura pas le solde de points. Un délai maximum de report des congés payés serait fixé à 15 mois par le futur projet de loi donc, que l'on évoque depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on viendrait limiter, à votre avis, le report donc des congés payés, ce délai maximum de 15 mois, hein, ce délai maximum de 15 mois pour finalement essayer de circonscrire un petit peu le sujet des congés payés dans l'entreprise, donc en lien avec ces arrêts. C'est vrai. C'est vrai, on doit avoir normalement ce report qui serait fixé à maximum 15 mois, ce qui permettrait de protéger les entreprises et au moins en tout cas de limiter donc l'exposition dans le temps de ces droits.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les passer par le biais du chat. Pierre-Éric sera ce soir votre porte-parole. Alors, pour l'instant, on a des questions sur la chaîne YouTube. Donc, oui, D'accord. la vidéo sera bien mise sur la chaîne YouTube. Et oui, effectivement, jusqu'à maintenant, sur la chaîne YouTube, on coupait les vidéos, mais maintenant, on les met en entière. Parce que sinon, c'était trop compliqué de maintenir une actualité juste. Donc, vous aurez les vidéos avec les dates et comme ça, il faudra faire en fonction de ça. Le replay, effectivement, sera désormais disponible chez Législature. Alors, je vous propose de poursuivre. Donc, de poursuivre, dans un premier temps, concernant donc ce premier point, je souhaitais remettre bah, euh, sur la table, entre guillemets, pour qu'on puisse en échanger à nouveau. C'est ce fameux refus donc d'un CDI dès lors que eh bien, le salarié termine son CDD ou sa mission d'intérim. Si on veut lui proposer un CDI, il est désormais fixé dans les textes une obligation. Et cette obligation pour l'entreprise, c'est de faire cette proposition par écrit. Alors, je la conseillais déjà, cette proposition par écrit, hein, soyons clairs. Au cabinet, on l'a conseillé déjà, tout simplement parce qu'elle pouvait permettre, en cas de refus, eh bien, de s'exonérer du versement de l'indemnité de précarité, puisque les 10% de précarité n'étaient pas dus quand le salarié refusait une embauche en CDI. C'est pour cela que, du coup, on conseillait eh bien, de faire cette proposition par écrit. Désormais, le Code du travail précise, hein, depuis le mois de janvier, précise donc que cette proposition doit être faite par écrit. Je vous ai mis un petit schéma. Le schéma, c'est que donc on a un salarié qui est dans l'entreprise, il finit son CDD. Eh bien, dès lors qu'il a fini son CDD, le terme arrive, hein, je veux lui proposer un CDI, bien je lui fais cette proposition par écrit avant le terme du contrat, avant la fin de son CDD. Si le salarié le refuse, eh bien à ce moment-là, alors oui, la conséquence qu'il y existait déjà, c'est que forcément, j'ai une trace écrite, un refus de sa part, donc je n'aurai pas à verser les 10% de précarité, mais en plus, donc je vais être tenu dans ce cadre-là d'informer en fait le Pôle emploi, d'informer France Travail que le salarié a refusé donc une embauche en CDI. Alors cette embauche en CDI, c'est une embauche identique hein, sur un poste identique, le même poste, la même rémunération, la même durée du travail, le même lieu du travail. Je fais cette déclaration à France Travail. Si dans les 12 mois une autre entreprise, ou moi, si je réembauche ce salarié en CDD, hein, si dans les 12 mois concernant ce salarié, il y a une nouvelle déclaration en France Travail comme quoi il a refusé un deuxième CDI, eh bien, le France Travail coupera les droits à chômage. Hein, c'est dans l'idée d'essayer eh bien, de limiter l'effet d'aubaine où, oui, je prends un CDD de 6 mois, je m'arrête au mois de juin, j'en profite tout l'été aux frais de la princesse, hein, et puis quand j'ai plus de droit au chômage, eh bien, je me pose la question, tiens, il faudrait peut-être que je me remette à travailler, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'essayer eh bien, de rendre moins attractif le fait de refuser un CDD. Si on détaille, donc on fait une proposition par écrit. On fait une proposition par écrit. Cette proposition, elle doit être avant le terme du contrat. Si le contrat est terminé, le contrat est terminé. Donc je fais ma proposition par écrit. Mon salarié, donc, c'est bien une proposition sur un poste identique. Poste identique, même rémunération, même durée du travail, vraiment, même lieu de travail, tout pareil. Et si j'ai un refus, je cliquerai sur la plateforme, hein, je vous ai mis le lien ici, hein, vous l'aurez dans la plaquette hein, que je vous transmettrai d'ici demain avec les échanges questions-réponses comme d'habitude. Vous cliquez et vous tombez sur le portail pour déclarer le salarié qui a donc refusé son CDI.
cette déclaration dématérialisée à France Travail, elle a été mise en place tout début janvier. Hein, c'est un arrêté publié au 10 janvier qui a mis en place cela. Je vous ai mis une capture d'écran hein, justement ici hein, du formulaire du téléservice pour donc se connecter pour déclarer le refus de CDI. Il se pose quand même quelques questions hein, dans cette procédure parce que les textes sont pas super clairs. Je vous dis, il faut proposer par écrit le CDI au salarié. Alors, il faut le proposer avant le terme. Mais quid d'un délai raisonnable de réflexion pour le salarié pour accepter ou pour refuser? Les textes n'en parlent pas. Il me semble quand même bon de vous conseiller de respecter quand même un délai raisonnable à minima de 3-4 jours, hein, remise en main propre, ou si le salarié, ça peut arriver, refuse de vous prendre le document en main propre, que vous ayez le temps justement de l'envoyer par recommandé pour fixer la date. Oui, c'est ça, parce que va se poser la preuve du refus, hein. Il y a des Bah, tout questions à dans ce fait. sens-là. Ah Quelle est ben, la preuve que l'on va avoir? Voilà. la preuve du refus, bah, c'est soit le salarié sur le courrier, sur la proposition que je lui ai tendue, remise en main propre, il me met refusé ce jour, date et signature. Hein. Soit il me dit, mais vous, j'en veux pas de votre papier, j'en veux pas de votre poste, mais je vous écris rien. Et à ce moment-là, bah, il faudra lui faire la proposition par écrit en indiquant bah, que, à défaut de retour d'ici tel délai, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance hein, par rapport au terme. Hein. À défaut de retour, eh bien, vous êtes réputé avoir refusé. Et à ce moment-là, j'aurai la preuve bah, dans ce cadre-là de ma lettre recommandée transmettant la proposition et donc l'absence de retour du collaborateur. On a vraiment voilà, ces questions qui n'ont pas de réponse. L'autre question que l'on peut se poser, c'est bah, est-ce que le salarié a un recours? Il estime qu'on lui a fait une proposition, mais qui n'était pas tout à fait la même que le poste occupé. Ou le salarié, lui, bah, il dit bah, vous aviez pas à me dénoncer, à informer France Travail, pas dénoncer, euh, parce que telle ou telle ou telle raison, ou parce que vous m'avez pas vraiment proposé, parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'étais harcelé, c'est pour ça que j'ai refusé. Bref, on peut imaginer quand même qu'il puisse y avoir des contestations comme cela. euh, Parce que c'est compliqué en tout cas pour de forcer quelqu'un à être embauché, hein, soyons clairs. Hein. Le salarié, au final, il a quand même toujours son mot à dire à signer le contrat ou pas. Et le problème, et il vaut mieux d'ailleurs qu'il refuse la proposition de CDI plutôt qu'il accepte la proposition de CDI en se disant bah, j'accepte la proposition de CDI et puis je vais tout faire pour qu'on rompe mon essai, par exemple, s'il y a un reliquat de période d'essai suite au CDD, ou même qu'on rompe mon contrat tout court après. Donc, restent ces questions-là vis-à-vis du salarié, et puis reste aussi des questions vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce que on me dit que c'est obligatoire de faire la proposition de CDI par écrit? Ben, il n'y a pas d'obligation particulière, en tout cas, il n'y a pas de sanction particulière. Donc, si je fais une proposition par oral et que bah, mon salarié il me dit bah, j'en veux pas, je refuse, bah, si j'ai pas d'écrit et si je veux pas en faire, en fait, il n'y a rien qui me sanctionne. La conséquence, c'est que je ne dénoncerai pas mon salarié parce que j'aurai aucune preuve de son refus. Et la conséquence aussi sera que je devrais lui verser son indemnité de précarité parce qu'encore une fois, j'aurai aucune preuve de lui avoir proposé un CDI et qu'il l'ait refusé. Idem, bah, j'ai fait ma proposition écrite de CDI, mon salarié la refuse, il me l'a même refusé par écrit, il est sympa. Et derrière, bah, si je fais pas l'information à France Travail, bah, il n'y a pas de sanction non plus. Hein. Il n'y a aucune sanction particulière pour ne pas avoir fait l'information à France Travail. Donc, c'est pareil.
Là-dessus, aujourd'hui, on a une obligation d'informer France Travail, il n'y a pas de sanction particulière. Dans les textes, il aurait pu être couplé en cas de dénonciation que le salarié ne rentre pas dans les taux de séparation qui permettent de calculer le bonus-malus pour l'assurance chômage, hein, pour les cotisations assurance chômage. À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas le cas, c'est pas prévu, hein. Donc, ce type de rupture serait prise en compte, doivent être prises en compte normalement dans les taux de séparation qui permettent de calculer le bonus-malus, et plus souvent d'ailleurs un malus qu'un bonus sur l'assurance chômage. Des questions peut-être? Alors, il y a toujours les questions habituelles sur la preuve. Donc, Ouais. est-ce que remis en main propre, est-ce qu'obligatoirement recommandé, est-ce que voilà. Alors, Comment on formalise le hmm, refus? Qu'est-ce qui est l'idéal et qu'est-ce qui est acceptable? Enfin, toujours les questions habituelles de comment on formalise la preuve. alors le refus, l'idéal, c'est d'avoir un refus express, d'avoir le salarié qui, quand je lui ai remis le courrier, eh bien, me signe la décharge, reçu ce jour-le, je refuse votre proposition. Ça, c'est l'idéal. Le salarié, si il refuse de signer le papier, ben, je vais lui faire la proposition. Effectivement, je lui fais la proposition, donc bah, il refuse le papier, donc je vais lui refaire la proposition par recommandé. Aujourd'hui, on n'a aucun recul sur le salarié qui ne va pas chercher son recommandé. Est-ce que le fait de ne pas chercher son recommandé, ça témoigne d'un refus d'un CDI? Ça témoigne d'un refus d'aller chercher son recommandé. Donc, ce point-là, il n'est pas précisé. On n'a pas de circulaire particulière qui sont sorties sur ces sujets. On n'a pas de directive particulière là-dessus. Moi, j'aurais tendance, sur ce salarié qui récupère pas le recommandé, en tout cas pour le moment, de ne pas le déclarer France Travail. Tout simplement parce que ben, le refus, c'est quand même un refus normalement de quelque chose dont j'ai eu connaissance. Si j'ai pas cherché, si je suis pas allé chercher mon recommandé, c'est compliqué. Euh, Après, le refus il peut être tacite hein, suite à une proposition, hein. Donc ça, c'est pas vraiment le problème. Je peux très bien donner un laps de temps sous 5 jours, 10 jours, une semaine donc la réception ou la remise en main propre du courrier. Si le salarié répond pas, il est réputé avoir refusé. Mais encore faut-il qu'il ait eu connaissance de cela et de cette proposition. Donc, l'idéal remis en main propre. La lettre recommandée, bah, si le salarié ne va pas la chercher, c'est un peu compliqué. S'il refuse, on pourrait imaginer, si vraiment, 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 on veut le dénoncer au Pôle emploi, on pourrait imaginer que ben, on fasse cette proposition devant témoin. Bah, que les témoins témoignent qu'on est dans le dossier une attestation comme quoi on a bien fait cette proposition, tendu le courrier au salarié, indiqué qu'on lui proposait un CDI identique et que le salarié donc a pris connaissance de cette information, qu'il l'a refusé, mais qu'il a refusé de signer le courrier. Voilà. Et donc, par ce biais d'attestation, on aurait cette preuve un peu indirecte de la chose. Aujourd'hui, on n'a pas de recul particulier, bien évidemment aucune jurisprudence, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus de circulaire administrative qui aurait pu justement faire citer ces petits cas, et notamment cette lettre recommandée non récupérée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre. Poursuivre donc par la thématique du permis de conduire, la thématique donc de cet accès au fichier national permis de conduire, qui est bah, que l'on attend, hein, je l'ai dit en introduction, depuis 2016, mais que on voit on voit le bout du tunnel. On est a priori, hein,
voilà, sortie du tunnel, puisque ce serait mis en place, ce site serait mis en place à partir du mois d'avril. Donc, on n'a pas de date précise, mais il serait mis en place à partir du mois d'avril. L'idée, c'est, donc je vous ai mis les entreprises visées par ce dispositif. On a vraiment au sens large toutes les entreprises de transport, que l'on soit transport de marchandises, transport de personnes, transport de voyageurs, transport sanitaire. Sont visés également les VTC, sont visés les taxis. Donc on a vraiment, de manière relativement large, visé le monde du transport. On va donc avoir cet accès en tant que professionnel du transport à ce téléservice. Ce téléservice, donc, vérifie permis, hein, et donc on aura un site internet où on va pouvoir se connecter. Il faudra créer son compte, bien évidemment, créer son compte en tant qu'entreprise de transport avec des profils utilisateurs qui pourront utiliser le site. Et ce site, donc, il permettra d'avoir accès, en fait, aux infos sur la validité des permis de conduire des conducteurs. Les infos sur la validité des permis de conducteur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger, conducteur par conducteur, une attestation. Et cette attestation, elle va rappeler l'identité du conducteur, elle va rappeler son permis, sa validité, etc., etc. Je vous ai mis le spécimen de l'attestation. On va avoir, on l'a dit en introduction, un service qui va être un service qui va coûter, hein. Il y a une redevance qui est prévue. Donc le texte prévoit, en fait, distingue entre les entreprises de 50 conducteurs ou moins et les entreprises de plus de 50 conducteurs salariés. Et donc, on va avoir un prix, hein. Donc, vous voyez, hein, pour les 50 conducteurs salariés ou moins, vous avez un abonnement annuel avec 100 consultations inclus à 40 euros et vous avez un prix au-delà des 100 consultations, un prix de 95 centimes. Et pour les entreprises de plus de 50 conducteurs, on a un abonnement annuel qui inclut aucune consultation, donc de 40 euros, et ensuite, hein, à la consultation, les 95 centimes. Donc, service donc a priori opérationnel en avril, donc qui serait payant, qui sera payant selon donc ces modalités-là. L'idée donc c'est d'avoir accès aux données du permis de conduire, hein, des conducteurs professionnels. C'est pas parce qu'on est une entreprise de transport qu'on va avoir accès au permis de conduire de tout notre personnel. Hein, ça ne vise que les conducteurs. Je vous ai mis donc le spécimen, hein, d'attestation, de vérification du permis de conduire, hein. C'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce qui a été, ce qui est sorti au journal officiel. Et donc oui, on aura cette attestation et donc vous pourrez télécharger l'attestation pour votre salarié et vous la mettrez au dossier. Quelque part, ça vous donnera la preuve d'avoir fait cette démarche, d'avoir contrôlé le permis de conduire de votre salarié et comment dirais-je et comme cela, vous pouvez passer à autre chose. Forcément, si le salarié a plus son permis, vous aurez une attestation qui indiquera que le salarié n'a plus son permis et ça vous servira de preuve, je dirais, relativement solide, hein, puisque c'est un service de l'État qui vous l'aura fourni, avec le petit QR code qui va bien d'ailleurs, hein, pour vérifier si c'est une bonne attestation ou pas, hein. Et en tout cas, voilà, vous aurez la preuve que le salarié a plus de permis et à ce moment-là, vous en tirerez les conséquences, notamment est-ce que le salarié a conduit sans permis? On pourra se poser la question. A priori, ça ressemblera à une faute grave, hein. Ou est-ce que le salarié, en fait, il vous a dit, il vient juste de vous dire qu'il a perdu son permis, il n'a pas conduit son permis, vous vouliez juste vérifier, et à ce moment-là, a priori, ça pourra être plutôt de la cause réelle et sérieuse. Donc, et dès lors que vous dépendez de la convention collective transport, une procédure spécifique sur ce type de perte de permis, ce type de procédure, donc avec recherche de reclassement avant
tout licenciement, bien sûr. Est-ce qu'on sait, Paulin, s'il y aura des alertes pour les salariés qui auront perdu leur permis automatique? Il me semble pas, mais A priori, non. Je me suis posé la question et franchement, ce serait quand même, à mon avis, relativement simple à mettre en place et plutôt utile, mais a priori, c'est pas d'actualité. Effectivement, je chargerai mon personnel sur le site avec les numéros de permis de conduire. Dès que ça bouge, il y a une alerte qui tombe. Euh, A priori, on n'est pas sur un site qui est prévu pour faire de l'info descendante. Donc, l'info, il faudra a priori aller la chercher. alors j'ai une autre question. Mm. Si je, alors, est-ce qu'il sera obligatoire d'avoir des attestations pour chacun des chauffeurs? Donc, j'imagine que ce sera l'histoire de, puisque certains dans les contrats de travail demandent à leurs chauffeurs d'avoir l'obligation de leur remonter les points, et est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir cette attestation pour pouvoir procéder aux sanctions? D'accord. Je comprends la question comme ça, peut-être est-ce pas OK. ça, mais Alors, le premier point que j'ai envie quand même de dire, hein, c'est pas la question, mais dans le contrat de travail, dire que le salarié est obligé de nous informer quand il a moins de 3 points ou 3 points, normalement, c'est illicite. Euh, le salarié, s'il ne respecte pas ce qui est écrit dans le contrat, c'est pas une faute. Hein. Là, même si c'est prévu au contrat, ce point-là, normalement, ne devrait pas être prévu au contrat parce qu'il n'est pas conforme à la réglementation. Euh, Est-ce que ça va être obligatoire d'avoir des attestations pour tout conducteur? Non, a priori non. Il ne sera pas obligatoire d'avoir des attestations pour tous les conducteurs, comme il n'est pas obligatoire aujourd'hui faire des demandes régulières d'attestation de permis valable. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est déjà de regarder vos contrats d'assurance pour voir si vos assureurs respectifs, sur cette problématique d'un salarié qui commettrait un sinistre, hein, et qui n'aurait pas le permis, eh bien, est-ce que l'assureur vous garantit tout le temps? Est-ce que l'assureur vous garantit jamais? Ou est-ce que l'assureur a émis des conditions? Souvent, dans les contrats, on peut retrouver des conditions, et notamment le fait que vous soyez préoccupé du sujet tous les 6 mois, tous les 3 mois minimum. Hein. Donc, il est fort à parier que beaucoup d'entreprises de transport, et ça dans les contrats. Donc là, déjà, le premier point, c'est de vérifier quelles sont nos relations avec notre assureur sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on met en place? Et si effectivement, par exemple, dans votre contrat, en cas de sinistre avec un salarié qui n'a pas de permis, qui ne vous a pas prévenu, vous devez montrer que vous êtes préoccupé du sujet, que vous avez quand même un process de vérification au moins tous les 3 mois. À ce moment-là, a priori, ce sera bien d'avoir une attestation tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de ce que vous demande votre assureur. Alors, le fait de mettre en place ce système de vérification des permis par Vérif Permis, ça n'empêche pas que si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez, entre guillemets, vous servir de l'ancienne recette, hein, c'est-à-dire faire signer votre salarié à échéance régulière, donc en fonction de vos obligations assurantielles, donc une attestation de détention de permis valable, par exemple. Hein. Donc, tant que vos assureurs respectifs ne vous imposent pas le fait de télécharger l'attestation, ma foi, a priori, vous n'en avez pas l'obligation. En tout cas, dans les textes réglementaires, dans le code du transport, dans le code de la route, il n'est pas dit que l'entreprise de transport doit, à telle périodicité, télécharger l'attestation. Hein, ce n'est pas une obligation réglementaire. D'autres questions peut-être, Pierre-Éric? alors, en fait, tu y as répondu de façon directe, mais effectivement, il y a beaucoup de questions sur l'existant, hein, c'est-à-dire de demander par le biais des attestations et le Mhm. fait de ce système supplémentaire. Voilà, comment faire cohabiter ces deux D'accord, systèmes. Mais d'accord. bon, je pense que là, il faudra que les uns ou les autres, en fonction de vos organisations, vous reveniez vers nous pour échanger sur vos cas particuliers, à mon sens.
Ouais. Alors, je pense que voilà, en tout cas aujourd'hui, ce vérif permis n'interdit pas de continuer les attestations de détention de permis valable. Alors, il y a un avantage de continuer l'attestation de détention du permis valable, ben, c'est que vous allez faire des économies, puisque à 95 centimes la consultation, bah, si vous en faites tous les jours pour 200, 300, 500 conducteurs, alors ça risque de prendre du temps et bah, oui, c'est un budget. Euh, Après, comment dirais-je, l'avantage de cette attestation vérif permis, bah, c'est que on est sûr du résultat. L'attestation de détention du permis valable, bah, le salarié, il atteste sur l'honneur, mais encore faut-il qu'il en ait un. Voilà, tout simplement. L'attestation donc comportera un certain nombre d'informations, mais ne comportera pas le solde de points, vous l'avez compris, ni les divers retraits de points du collaborateur. On a, dernier point sur ce sujet, on a une information obligatoire des conducteurs à transmettre, hein. Le texte, l'arrêté, hein, qui est paru début mars. Je vous ai mis donc l'extrait, hein, la phrase. Les conducteurs salariés sont informés par leur employeur par tout moyen de l'utilisation de leurs données et de leur suppression au moment de la rupture du contrat de travail. Donc, on a une information spécifique, hein, à faire. Alors, on ne sait pas, d'ailleurs, sur cette phrase, on est en train d'analyser, d'expertiser. On ne sait pas si on peut faire qu'une information ou deux informations, si on doit faire deux informations. Est-ce qu'on peut faire qu'une seule information en indiquant, bah, durant la vie de votre contrat, eh bien, nous réservons le droit de solliciter vérif permis et donc d'utiliser vos données et nous vous informons d'ores et déjà qu'elles seront supprimées dès que vous quittez l'effectif. Euh, Ça me semble le plus simple et ça me semble correspondre euh, comment dirais-je, à la réglementation, hein. Ou est-ce qu'on aura à faire une à l'embauche, une à la débauche, hein. Note de service, hein, a priori oui, ou clause dans le contrat de travail. Moi, je trouve qu'à l'embauche, une clause dans le contrat de travail me semble plutôt cohérente, hein. Donc, on est en train, les textes sont récents, hein, on est en train d'expertiser tout ça bah, pour bah, mettre en place les modèles qui vont bien. Et donc, on pourra vous mettre ça à disposition comme d'habitude. Il faudra solliciter le service. Donc, on devrait avoir ça d'ici quelques jours, quelques semaines, euh, de façon concomitante en fait à la mise en place de vérif permis. D'autres questions sur le permis de conduire ou c'est bon pour vous? Alors, il y a plein de questions forcément sur D'accord. Ah, c'est un sujet le permis, de toute façon, ouais, ouais, c'est sur un le permis de sujet. conduire. Et alors, j'en retiens une, c'est est-ce qu'on pourra contrôler pour les futurs collaborateurs? A priori, non. On peut contrôler un salarié qui est dans nos effectifs, qui est dans nos livres. Après, il n'est pas interdit de le contrôler le premier jour de son embauche ou pendant sa période d'essai. De toute façon, on aura constitué son dossier administratif, on lui aura bien demandé son permis de conduire, sa photocopie de conduire, on aura pris sa photocopie de permis de conduire pour son dossier administratif. Et ensuite, bah oui, durant la période d'essai, on pourra se poser la question. En tout cas, là, on aura le droit. Je pense pas, et c'est pas que je pense pas d'ailleurs, c'est que non, un futur collaborateur au stade de l'embauche, on pourra pas, on est censé interroger pour nos salariés. Et est-ce qu'il y aura dans le cadre des relations avec le CSE une obligation d'information ou de leur dire que dorénavant on peut aller vérifier sur ce site ou des choses de cette nature-là? À mon sens, oui, ça fait partie des informations assez classiques, usuelles. On n'est pas vraiment sur euh, une, euh, une information, enfin, sur, sur un mode de preuve particulier, mais quand même, hein. Donc, à mon sens, oui, information du CSE.
J'ai épuisé les questions. Très bien, merci. Alors, je vous propose de poursuivre donc par un petit point sur les projets législatifs. On a quand même pas mal de choses dans les tiroirs, donc ça me semblait intéressant de les évoquer, et notamment donc cette histoire de congés payés, puisque on a commencé en fait à avoir un peu d'infos à partir d'hier soir, ce qui m'a permis de passer une bonne soirée, hein, je vous le confirme, puisque on a eu l'avis du Conseil d'État qui est venu finalement détailler un peu. Alors, on ne connaît pas le projet écrit de loi du gouvernement, hein, puisqu'il devrait être transmis au Parlement prochainement, mais on a un peu quand même le dessous des cartes, puisque le Conseil d'État nous donne son avis par rapport à ce que le gouvernement, aux questions que le gouvernement lui a posées. On a, on l'a dit, cette jurisprudence du 13 septembre, pour rappel, un 13 septembre dernier, qui vient dire hein, les salariés qui sont en arrêt maladie, les salariés qui sont en maladie professionnelle, les salariés en accident de travail, doivent obtenir les mêmes congés payés que s'ils travaillaient. Ça, c'est la jurisprudence du 13 septembre. Et la Cour de cassation précise d'ailleurs que peu importe de quand datent les droits potentiels, c'est rétroactif. Hein, c'est rétroactif, la jurisprudence est rétroactive et à l'occasion d'un de ces arrêts, la Cour de cassation attribue 10 ans de congés payés à une salariée d'un organisme de formation qui le demandait. Donc c'est un sujet, hein, et, enfin, je ne vous l'apprends pas, c'est un vrai sujet. On a quelque chose qui est intéressant, c'est que le gouvernement semble être quand même décidé à, alors pas à revenir sur la totalité de la jurisprudence, hein. D'ailleurs, techniquement, ce serait relativement impossible, puisque le droit français aujourd'hui est totalement contraire donc au droit européen. L'idée, ça a quand même essayé de limiter. Hein. On a essayé au niveau du gouvernement, a priori, de limiter les conséquences. Et donc, on a un premier point qui nous indique que sur le maintien des droits maladie, les salariés n'auraient pas droit à un maintien de 5 semaines de congés par an, mais 4. Donc, on se limiterait aux congés payés au niveau de l'Union européenne. Hein. On est sur 4 semaines et pas 5. Donc, c'est la question qu'il y avait dans le quiz d'entrée. On se limiterait donc à 2 jours, 2 jours ouvrables par mois de maladie et non pas 2,5. Vous allez me dire, c'est toujours 2 de plus qu'avant et c'est toujours 0,5 de moins que ce que prévoyait la jurisprudence. Premier point, on aurait la loi qui prévoirait que ces 2 jours, c'est rétroactif. Et donc, on a l'application de la loi qui se ferait rétroactivement par rapport donc aux situations d'avant. Donc, on viendrait limiter finalement les potentiels rappels, puisque on ne devrait, 2 jours, j'ai du mal à dire que d'ailleurs, hein, mais que 2 jours au lieu de 2,5. Toujours ça de prix. Je l'ai dit dans le quiz, d'entrée également, limitation du report des congés payés à 15 mois. Et là aussi, on nous prévoit une rétroactivité donc de cette limitation à 15 mois. Donc, on ne sait pas bien comment ça va être tourné, on ne sait pas encore analysé, c'est tout frais, hein, ça date d'hier soir, hein, les conséquences. Néanmoins, là aussi, sur les rappels de salaire liés donc au passé, on aurait quand même cette clause de sauvegarde.
Et ça a été préconisé par le Conseil d'État et a priori, il n'y a pas vraiment de raison que le projet gouvernemental, le projet de loi ne le reprenne pas. Le Conseil d'État préconise d'imposer aux salariés aujourd'hui eh bien, un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'on viendrait dire aux salariés, à compter de la loi, si vous voulez réclamer quelque chose, vous avez 2 ans. Passé 2 ans, c'est fini. Ce qui permettrait en fait de solder le risque des entreprises d'ici 2 ans. Voilà. Alors, là-dessus, on peut avoir toutes les opinions, hein. Est-ce que ça solde le risque, hein, ou est-ce que ça incite au contentieux ou incite à la demande? Les deux écoles peuvent largement défendre leurs arguments, effectivement. Le risque, c'est que ça précipite quand même pas mal de demandes, ça crée de la demande. L'avantage, c'est que bah, d'ici 2 ans, bah, on n'y reviendrait plus pour le passé. Adoption, normalement, on devrait avoir le texte du gouvernement dans les prochains jours, d'ici une semaine ou 2 maximum, pour adoption fin avril. Hein, puisque en fait, la stratégie, c'est d'insérer le projet dans une loi qui est déjà en cours de débat pour que ce soit finalement adopté fin avril. Alors, j'ai deux questions. Il y en Oui. a une sur à partir de combien de jours d'arrêt on attribue ces fameux 2 jours? Alors c'est au prorata temporis a priori, hein, puisque en fait on serait sur 2 jours pour un mois de travail. Euh, Je pense pas. Aujourd'hui, en fait, enfin aujourd'hui, non, avant le 13 septembre, il fallait que l'on ait un impact de plus de 4 semaines d'absence pour avoir une baisse des droits. Je pense pas qu'il y ait de délai de franchise particulière prévu dans le texte. En tout cas, le texte, je l'ai pas, mais ça se lit pas comme ça dans l'avis du Conseil d'État. Donc, pour moi, les 2 jours, ce sera du prorata temporis. Ok. Et cette rétroactivité, est-ce qu'elle pourrait s'appuyer aussi pour les employeurs qui auraient laissé les 2,5 jours à un salarié absent 4 mois? Ah oui, tout à En fait. gros, est-ce que ça Oui, pourrait, oui. voilà. Effectivement, a priori, la rétroactivité, elle va être aussi sur ces 2 jours pour justement essayer de limiter les éventuels rappels de salaire demandés par les collaborateurs. Donc oui, oui, ces 2 jours-là seraient rétroactifs et donc bah, on a attribué 2,5 bah, par erreur. Bah, normalement, on aurait dû plutôt attribuer 2. Et pas 2,5. Donc, bah oui, là au final, bah, c'est le collaborateur qui devrait de l'argent ou des jours. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais a priori, c'est ce qu'on lit de l'avis du Conseil d'État. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon, tu peux continuer. Les projets en cours, plus light. Plus light, c'est le compte personnel de formation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors là, le gouvernement a dit oui, a dit non, a dit oui, a dit non. Ça fait 2 ans hein, que il se pose la question. A priori, c'est tranché. Pour utiliser son compte personnel de formation, bah, désormais, les salariés vont devoir payer un reste à charge. Il va y avoir un ticket modérateur qui sera instauré et a priori, ça devrait entrer en vigueur au plus tard au 1er mai. Et ce ticket modérateur, eh bien, ce serait forfaitairement 100 euros. Ce qui est quand même un peu étrange, hein, parce que vous avez une formation diplômante sur plusieurs mois avec un budget très important. Euh, 100 euros, vous avez une formation de 7 heures qui fait 300 euros, 100 euros. Tout cas, c'est a priori la piste qui a été retenue et qui a été définitivement retenue. C'est le ticket modérateur de 100 euros à partir du 1er mai. Donc, si vous avez des salariés qui ont des projets de CPF, bah, à la limite, autant qu'ils l'utilisent avant le 1er mai s'ils souhaitent échapper au ticket modérateur.
Alors Donc, attends, oui. j'ai raté une question sur le fameux 15 mois, là, sur le délai maximum des reports de congés payés fixé à 15 mois. Je suis désolé, là, on revient pas en arrière. Non, il n'y a pas de souci. Bah, Voilà. aujourd'hui, on n'a pas trop de lisibilité hein, sur ce sujet. Donc, il faudra attendre le projet de loi qui devrait sortir bientôt. L'idée de ce que j'en ai compris, hein, c'est que le salarié qui, dans le passé, donc puisque ce serait rétroactif aussi, hein, c'est 15 mois, dans le passé a été absent plus de 15 mois, eh bien, quelque part, on aurait un certain couperet au bout de 15 mois. Idem pour l'avenir, du coup, sur ces 15 mois où le salarié pourrait porter ses droits uniquement pendant 15 mois. Tout ça mérite bien évidemment recul Éclaircissement. nécessaire sur le texte que l'on n'a pas aujourd'hui. Parfait. Et du coup, on revient sur le thème, là. Et Ouais. y a-t-il un plafond d'un montant acquis au compte CPF? Oui, il y a un montant acquis au compte CPF. Je vous le rappellerai dans le question-réponse. De mémoire, c'est 5 000 € hors abondement, hein. On peut avoir des abondements, mais normalement, de mémoire, c'est 5 000 €. Mais je vous le confirmerai dans le question-réponse, j'ai un petit doute sur ce point. Si on poursuit donc par la loi de simplification du Code du travail, donc on en a évoqué quelques points hein, en introduction. On a eu un rapport qui a été rendu, qui a été remis donc notamment à Bruno Le Maire au 15 février. Donc vous avez le lien hein, pour le consulter. C'est plutôt une bonne lecture. C'est pas très long d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt simple. Euh, qui s'intitule Rendre des heures aux Français, 14 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Et donc, on va y retrouver des choses relativement intéressantes. Euh, alors, ça reste qu'un rapport parlementaire. Il devrait quand même être la base d'une future loi de simplification du Code du travail. Le relèvement, on en a parlé tout à l'heure, hein, du seuil à 250 salariés pour avoir un CSE élargi. Le relèvement à 250 salariés, alors là c'est un peu stupéfiant, hein, pour avoir un règlement intérieur dans une entreprise. Alors, je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'attendre les 250 pour avoir un règlement intérieur, hein. Moi, je le conseille dès le premier salarié, donc il y a un peu de marge. Ah oui, parce qu'un règlement intérieur, c'est quand même fixer des choses, c'est quand même fixer un certain nombre d'obligations. Si vous n'avez pas de règlement intérieur valable, vous ne pouvez pas faire de contrôle d'alcool ou de drogue sur des conducteurs de machines, etc., etc. Donc, euh, il y a quand même des conséquences à ne pas avoir de règlement intérieur. 250 salariés, ça me semble énorme. Bref. Suppression aussi de créer une BDESE, hein, base de données unique euh, économique, sociale et environnementale. C'est vraiment cette base de données, réceptacle pour plein d'informations sociales, économiques et environnementales. Et c'est à la disposition des salariés élus, donc CSE, et des salariés désignés par les syndicats, délégués syndicaux ou représentants de la section syndicale. Aujourd'hui, cette obligation, elle commence à 50 salariés. On nous dit simplification des arrêts de travail. Pourquoi pas. Possibilité aussi, et ça on l'a dit dans le quiz, alors là aussi hein, on a du mal à y croire, possibilité pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés de déroger aux conventions collectives, donc aux accords de branche, y compris sur l'aspect salaire. Alors on ne pourrait pas déroger au SMIC, bien évidemment, mais on pourrait déroger au salaire de branche, au minima de branche, alors dès lors qu'on a l'accord individuel des salariés. Mais l'accord individuel des salariés, ça peut être bah, ne serait-ce que dans le cadre du contrat de travail à l'embauche. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont assez innovantes dans ce rapport. Au final, quel projet de loi derrière hein, et quelle loi serait votée? Encore faut-il
que le parcours législatif se passe sans encombre, tant par rapport à une majorité à trouver, que là aussi, si on imagine le CSE, les budgets, fonctionnement, œuvres sociales passer de 50 à 250, je pense qu'il peut y avoir un peu de mouvement dans les rues, hein. En tout cas, je ne suis pas sûr que les syndicats soient très très open sur ce sujet, hein. C'est jeudi soir, soyons optimistes. Toujours. Si on poursuit là-dessus, si tu n'as pas de questions, Pierre-Éric. Non, non, non. On a une confirmation Oui, de quelqu'un qui suit la vidéo, là, qui nous dit que le CPF est bien à 5 000 euros. d'accord. Ouais. C'est ce Donc, que il n'y a j'avais même pas entendu. besoin de vérifier. Oh, bon, on va quand même vérifier. Pour terminer, 2 points. On aurait une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui devrait être lancée a priori cet été. Donc, nouvelle réforme parce qu'il y en a déjà une, hein, récente. On aurait potentiellement un coup de rabot supplémentaire avec peut-être une baisse de la durée d'indemnisation, un renforcement de la dégressivité des allocations chômage, peut-être également une hausse de la CSG pour amener la CSG CRDS à hauteur de ce que payent les salariés, hein. Aujourd'hui, les chômeurs payent moins de CSG que les salariés. Et bon, on se dit au niveau du gouvernement, mais pourquoi on ne remonterait pas la CSG CRDS à hauteur de ce que touche, enfin pas touche, paye les salariés, toujours dans l'idée de rendre l'assurance chômage moins attractive et donc faire sortir un certain nombre de personnes donc des chiffres du chômage en les poussant à prendre un job. Et enfin, obligation pour l'entreprise de remplir le passeport formation. Et cette obligation est reportée. On n'a pas la date précise, mais elle va être reportée en 2025. Elle était prévue pour 2024. Néanmoins, tout n'est pas opérationnel. Ce passeport formation, passeport prévention, euh, on aura l'obligation, on aura des accès, hein, au niveau de l'entreprise et obligation d'y renseigner toutes les formations, certifications qui sont obtenues par le travailleur, par le salarié, donc dans le cadre des formations santé, sécurité au travail. Donc, on aura des précisions plus tard, mais en tout cas, l'obligation qui était prévue pour 2024 à la base va être reportée en 2025.